Euh, Bonjour tout le monde, j'espère que la période de digestion s'est bien déroulée. Donc là on va passer donc à ma présentation. Je ne sais pas si c'est le meilleur moment de faire une présentation, mais je vais faire mon maximum que le message soit envoyé. Bonjour, je me présente assez rapidement. Hossein Noamouz, enseignant-chercheur, INSA de Rennes. J'ai fait ma thèse à Nancy, à l'école de géologie de Nancy. Après, j'étais à Strasbourg pendant 15 ans en tant qu'enseignant-chercheur. Et récemment, j'ai été recruté à l'INSA de Rennes. Mais n'empêche que j'ai tout le temps, pendant ces années-là, j'ai travaillé toujours sur le retrait et gonflement des argiles. Aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler. Donc là, sur deux volets, expérimentation, modélisation. Donc là, j'ai une bonne expérience donc là, des essais, mais après, c'était un peu compliqué de vous choisir. Donc les tests un peu représentatifs. Il y aura quelques diapos donc là, sur les essais. Et je vais enchaîner après donc là, avec la modélisation thermo-hydromécanique et le couplage pour modéliser le comportement des argiles. Bon, donc ce diapo-là, vous l'avez vu depuis ce matin plusieurs fois. Hein, donc là, je reprends. Donc là, il y a donc là, des facteurs donc là, de prédisposition, notamment donc là, sur la nature du sol, contexte hydrogéologique donc là, du site. Bah, bien évidemment, il ne faut pas oublier la végétation, donc l'environnement. Après, donc là, on sait qu'il faut déclencher donc là, tout ça. Donc là, pour les avoir, il faut un changement donc là, de situation climatique, changement climatique. Il y a la précipitation, il y a donc la évapotranspiration éventuellement. Donc là, s'il y aura donc là des changements donc là au niveau de chantier, donc là qui se développent, donc là il faut tout prendre en compte. Et c'est pour ça qu'en fait, on avait fait une thèse avec l'entreprise Déterminant sur le couplage thermo-hydromécanique dans les argiles gonflantes. Et cette thèse-là, l'objectif, c'est de prendre tout ça, donc là, en compte, la végétation, donc là, le changement climatique, le sol, et donc là, on va essayer, donc là, de vous proposer, donc là, une approche, soi-disant, donc là, on approche numérique qu'on pourrait prendre en compte éventuellement, donc là, tout ça. Vous avez vu, donc là, il y avait une présentation avant, donc là, à la fin de matinée, quand on parle de modélisation, certainement il y aura des hypothèses donc là, qu'il faut donc là, appliquer. Moi aussi, j'avais pris des hypothèses, donc là, je m'excuse déjà en avance, mais voilà, donc là, vous allez voir, donc il y aura des hypothèses, en tout cas, et donc là, vous allez voir, donc applément ces hypothèses-là. Pour choisir un peu la partie expérimentale et pour démarrer un peu ma présentation, moi, je trouvais que c'était vers la fin donc là, de mon séjour donc à Nancy. Donc là, j'avais trouvé des résultats un peu intéressants, un peu différents donc là, de contexte habituel donc là, qu'on fait au laboratoire. Moi, je trouvais que ça serait pas mal donc là, de vous partager donc là, ces résultats-là. On avait un mélange donc là, de bentonite et limon qu'on connaissait très bien, un mélange de 60-40%. On l'avait compacté à deux densités différentes. On a mesuré la succion initiale. Donc là, quand on était à un teneur en eau de 15%, on savait que la succion initiale, c'est autour de 20 mégapascales. Et on s'est permis de faire des cycles. On s'est amusé. Donc là, on a fait des cycles de séchage, d'humidification entre 0 l'état saturé, et 20 l'état initial du sol. Ce qui était intéressant pour ces deux sols compactés à deux états initiaux différents, c'est qu'en fait, en bas, c'est le sol dense, 1,55, et en haut, c'est le sol lâche, 1,27. Si on fait ces cycles hydriques, d'humidification et donc là, de séchage, étonnamment, moi je n'attendais pas ces résultats-là, c'est ce qui est arrivé donc là, au bout donc là, de résultats, c'est qu'en fait, les deux sols de même nature, mais de densités différentes, après donc là, plusieurs cycles donc là, de séchage et humidification, il y a un pour le sol lâche qui donnait donc là, de retrait cumulé pendant le cycle, et il y a donc là le sol, pardon, donc il faut que j'avance. Et donc là, pour le sol dense, le contraire, donc on avait donc là un gonflement cumulé. Et ce qui était donc là intéressant à mon sens, c'est qu'en fait les deux sols arrivaient exactement au même niveau. Donc là, soi-disant, on l'avait appelé état fatigue, état d'équilibre, donc on nommait ça comme vous voulez, mais qu'on est arrivé donc avec deux sols différents, de même nature, mais deux densités différentes, au même état donc là d'équilibre limite. Moi, je me suis dit, c'est intéressant donc là, ces résultats-là en soi, parce qu'en fait, si dans la réalité, après, on n'a jamais dans la réalité une succion qui varie entre 0 et 20 mégapascales, et si j'avais un sol qui était compacté, donc là, à cet état intermédiaire que vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez mon souris ou pas, voilà, donc c'est là, ça viendra. Donc si le sol a été compacté là, probablement, ce sol-là, pendant donc là, ces cycles donc là, de séchage et humidification, ne présentait aucun retrait ou aucun gonflement.
Donc en soi, je trouvais que ça c'est intéressant. Donc après, dans la nature, il faut chercher un sol à telle densité et il faut appliquer la même variation de solution. Donc tout est hypothétique, tout est fait donc là au sein de laboratoire. Après, j'ai eu la confirmation aussi. Donc là, les deux sols, il ne faut pas oublier. Donc là, on a parlé beaucoup donc là, à l'échelle micro, nano, donc là dans les argiles. On a aussi étudié donc là, la structure interne donc là, du sol qu'on avait vu donc là, pour ces deux sols, donc là, compactés à deux densités différentes. Donc là, initialement, on a une structure différente interne. Donc là, si vous voulez, on a fait des essais de porosité au mercure pour les sachants, donc là, les gens qui font des tests de laboratoire, pour avoir la structure interne initiale. Et ce qui était donc intéressant, au bout de ces cycles hydriques, donc au même état initial donc là, du sol, on a exactement la même structure, la confirmation des essais et des résultats que je vous ai montrés donc là précédemment. On avait eu aussi donc là avec donc là, la structure interne, c'est-à-dire qu'on avait commencé par deux sols avec deux structures internes différentes et qu'on s'est arrêté au bout de plusieurs cycles soi-disant à un sol donc là, qui est unique avec la même structure interne. Je m'arrête un peu donc là à ce niveau-là parce que ça c'est le corps donc là de cette hypothèse donc là de structure unique donc là unification donc là de comportement hydrique ou l'état fatigue donc qui arrive au bout de plusieurs cycles de séchage et humidification. Je vais utiliser cette hypothèse-là par la suite pour mes calculs numériques. C'est pour ça que je vous ai présenté ces résultats-là. Et on va passer donc là à la partie de modélisation. Pour la partie de modélisation aussi, on a des modèles. Que vous travaillez en contrainte totale ou en contrainte effective, on sait donc là modéliser. Après, donc là, il y a toujours des reproches. Il y a, je ne sais pas, 21 paramètres pour le modèle de Barcelone. Les gens qui ont travaillé avec le modèle les connaissent très bien. Ou donc là, si on est donc là, sur la contrainte effective, ça demande beaucoup de tests au laboratoire. Mais n'empêche, donc là, si on fait tout ça et qu'on a donc là, les paramètres nécessaires de modèle, on est capable donc là, de modéliser théoriquement donc là, le comportement d'un sol gonflant. Par contre, le souci, c'est qu'en fait, on a un modèle, on nous donne un cas concret, on nous dit modéliser avec ce modèle-là, le comportement du sol. Et c'est là qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas d'interaction sol, atmosphère et végétation dans ces modèles-là. Et ce qu'on avait envisagé dans ce travail-là, c'est un peu ajouter donc là, l'interaction sol-végétation et donc l'atmosphère dans le cadre de calcul. C'est pour cela, je vais vous embêter un peu avec les équations. Ne regardez pas toutes les équations, vous n'avez pas besoin. C'est juste ici, j'essaye de vous montrer, de vous envoyer le message. Il y a l'interaction entre le sol et l'atmosphère, il y a un bilan équilibre hydrique, il y a un bilan équilibre d'énergie. Je mettrai tout donc là, sous forme d'équation. Et je vais avoir donc là une variation de température du sol que j'ai besoin pour mes calculs derrière au niveau de côte. Donc deuxième point. On est dans le contexte de couplage thermohydrique. Bon, il me faut des paramètres donc là, pour donc là, établir donc là, soi-disant donc là, pour définir le couplage thermohydrique au sein de laboratoire. Il y a donc là la courbe de rétention donc là, du sol. La courbe de rétention, la définition, elle est connue. Donc là, c'est la variation de tonnerre en eau en fonction de la fusion et qu'on pourrait avoir donc là un passage de l'état saturé vers donc là l'état non saturé. Il me faut aussi, comme je fais de l'aspect thermique, donc il y aura une variation de conductivité thermique de mon sol avec la variation de tonnerre en eau de la quantité hydrique, ce qui fait que j'ai un couplage thermohydrique dans mon sol. Je vais aussi considérer la présence de végétation. Il y a un modèle que nous, on a utilisé dans notre cadre de modélisation, c'est le modèle de FEDES. Après, donc là, si vous voulez, donc là, la partie intéressante, c'est qu'il y a donc là un terme de solution qui sera ajouté à cause de la présence donc là, de végétation. Après, il faut connaître un peu la propagation donc là, des racines dans le sol pour définir un peu donc là, le terme donc là, qui est donc là, la solution donc là, à cause donc là, de la présence de végétation, le type de végétation, la profondeur qu'on descend. Donc tous ces points-là donc là, qui sont donc là, déterminants. Et après, donc là, il y a des coefficients qu'il faut bien évidemment établir. Donc là, pour avoir la variation donc là, de solution dépendant donc là, de type de végétation qu'on a. Donc c'est ce qu'on avait fait. Donc là, il y a donc là, un cas concret qu'on étudie. Donc on a essayé un peu de trouver ces coefficients dans notre cas. Et après, il ne faut pas oublier, on fait tout ça pour un paramètre qu'on
qu'on aime beaucoup en géotechnique. De toute façon, tout on fait, donc là, il faut que ça se traduise par le tassement. Donc c'est ce qui nous intéresse donc là le plus. Et que là, on avait fait tout ça. Donc là, il y a donc là le retrait-gonflement. Il faut être capable donc là de calculer le tassement du sol. Justement, donc là, je vous ai donc là montré donc là la partie expérimentale. C'est là que je fais le lien et qu'on avait dit si on a un sol lâche, c'est plutôt on a un retrait cumulé, et si on a un sol dense, on a un gonflement cumulé. C'est pour ça que vous allez voir donc là l'apparition des paramètres lambda et kappa. Donc là, lambda c'est plutôt la pente dure, donc là que vous allez voir plutôt pour le retrait des sols lâches. Et pour le gonflement, donc là, des sols denses. Donc c'est pour ça qu'il y a le paramètre de lambda. Donc on avait dit, donc a priori, c'est le même comportement pour la même nature du sol. C'est juste qu'il y a donc là la densité qui fait qu'on a donc là en variation, donc là soi-disant donc là de retrait ou donc là de gonflement. Et que ça me permet, donc là, en connaissant la valeur de kappa ou lambda, donc là ce que vous voyez donc là sur le schéma, de connaître le tassement de mon sol, maintenant dans un état dense ou d'état lâche. Donc ça, c'est donc là aussi, donc c'était parmi les hypothèses que j'avais appliquées au niveau de calcul. Après, il y avait, pour connaître kappa et lambda, j'ai fait une étude, on avait fait donc là une étude à la biblio, à la littérature. On a regardé 59 sols différents. Et on a essayé donc là de chercher une corrélation entre la valeur de kappa de différents sols, donc là des essais donc là des autres chercheurs donc là dans la littérature, et qu'on a estimé en fonction de la limite de plasticité, en fonction de l'indice de vide, de la teneur en eau, de la densité sèche du sol, on a essayé d'établir donc là la variation de kappa pour ces différents sols. On a fait la même chose pour lambda, donc là on a donc là cette base de données, on a maintenant donc là une approche soi-disant théorique qui prend en compte l'effet de végétation, qui prend en compte l'effet thermohydrique du sol, et on est aussi capable donc là, d'estimer le tassement du sol. C'est le couplage thermo-hydromécanique que je vous ai parlé avec la présence de végétation. Bon, organigramme donc là, de l'ensemble donc là, des calculs. Hein, donc on commence par les équations un peu super compliquées que je vous ai montrées au début. Donc là, on facilite un peu donc là, les choses. On est dans le couplage thermohydrique. On passe donc là à la variation de teneur en eau et température dans le sol, et après donc là finalement c'est le tassement qui compte. Donc là on fait donc là tout pour avoir le tassement avec la nature du sol et donc là l'ensemble des informations qu'on a à notre disposition. Dans ce projet-là, dans cette thèse-là, on avait l'avantage de travailler avec M. Béchade, Franck, donc là, qui nous a donné donc là les informations de site de Royan, et que c'est un site donc là instrumenté donc là de projet ARGIC, et qu'on s'est basé, en fait, on avait une approche théorique, on voulait absolument donc là l'appliquer donc là cette approche théorique, donc là un cas concret avec des mesures expérimentales, et que c'est ce qu'on avait fait donc là dans le cadre donc là de cette thèse-là. Bon, je ne vais pas donc là trop vous montrer donc là les photos de sites et donc là les mesures qu'on avait fait. On avait donc là les données du sol, les caractéristiques des différentes couches. Donc là, si vous voulez, donc là il y avait 4 sondages qu'on avait fait. On connaît donc là plus ou moins, il y avait des carottages. Donc là il y avait des essais de laboratoire. Le tableau, petit tableau, peut-être vous n'avez pas toutes les valeurs. Ça représente un peu toutes les caractéristiques géotechniques qu'on avait besoin pour initier nos calculs thermo-hydromécaniques. Les profils géotechniques, hein, donc là on avait 2 angles donc là différents, donc là nord et sud, et donc là ça nous a permis donc un peu de construire donc là les profils donc là géotechniques donc là de ce site, des mesures in situ, donc là de teneur en eau, donc là si vous voulez, donc là la succion, donc là on avait pas mal des informations intéressantes donc là qui nous permettaient d'avoir donc là des variations nécessaires, et que n'oublions pas que pour nous, donc ce qui était important à la fin, c'est d'avoir un tassement correct de sol. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait fait des hypothèses, donc certainement donc là, sur le choix des paramètres pour avoir donc là, le tassement final qui correspond donc là, aux paramètres, au tassement donc là, mesuré du site. Bon, on fait donc là des calculs éléments finis, donc il faut donc là des maillages, donc là pour ces calculs, donc là côté nord ou côté sud donc là du bâtiment. Les courbes de rétention donc là, du sol que je vous ai parlé, donc là pour chaque couche, la teneur en eau en fonction de succion, la conductivité thermique donc là, de différentes couches, et qu'après donc là il y a une petite courbe de retrait aussi qui représente un peu donc là pour la limitation, donc là on avait besoin aussi de certains paramètres donc là de la limite de retrait pour notre travail de modélisation. Ce tableau récapitule un peu donc là, tous les paramètres qu'on avait besoin. Bon, vous voyez, donc là, la liste elle est longue. Donc là, il y a des différentes couches. Et qu'il y a donc là, les deux côtés, il y a donc là, des différents paramètres. J'attire votre attention. Donc là, qu'on a kappa S et lambda S, les 2 paramètres principaux
pour les calculs de tassement du sol. Et qu'on va passer donc là aux comparaisons. Donc là, bien évidemment, non. Avant, donc là, il faut aussi les paramètres d'entrée. Je connais le site, je connais donc là la variation de température, je connais donc là le taux de précipitation. Donc là, j'ai pas mal donc là de la vitesse du vent. Donc là, tous les paramètres nécessaires donc là pour faire donc là pour donc là avoir le paramètre d'entrée donc là de climat, de végétation aussi. Hein. Donc là, c'est donc en fait la propagation de racines donc qu'on avait donc là dans le site. Ça nous permettait d'avoir donc là sous la forme donc là de types de végétation qu'on avait à notre disposition, d'estimer. Il y avait une recherche à l'itérateur donc là qu'il fallait faire en fonction de type de végétation. On avait choisi donc là les paramètres nécessaires de végétation aussi selon le modèle de FEDES que je vous ai présenté avant. Il y a donc là l'infiltration, la variation de température, pas pour le sol, mais donc là, si vous voulez, au niveau de l'ambiance. Il fallait donc là écrire des équations pour avoir la température à la surface du sol aussi. Et donc là, il y a donc l'évapotranspiration. Donc on a plus ou moins toutes les données météorologiques aussi du site, ce qui nous a permis aussi d'avoir le profil initial. De toute façon, tous les calculs éléments finis qu'on fera, donc il faut initier les calculs par rapport à un état initial. Ça, c'est les profils donc là, qu'on avait utilisés initialement vis-à-vis de teneur en eau, de température et la propagation des racines. Et il y a des comparaisons. Maintenant, c'est là que je vais vous montrer. Mais que je répète, hein, donc là, il y a donc là certaines comparaisons que peut-être que vous regardez donc là de premier regard, vous vous dites ah non mais ça marche pas, donc là c'est un peu loin pour la succion, donc ça c'est possible qu'on n'a pas donc là toujours la même variation, mais je répète, ce qui nous intéressait à la fin c'est d'avoir une estimation correcte donc là du tassement du sol et qu'on avait un peu donc là faire des hypothèses donc pour trouver donc là le bon mouvement donc là du sol à la fin. Voilà, donc là les premières comparaisons, hein, on est tout proche de l'arbre, les points rouges que vous voyez, donc c'est les points témoins. On avait fait donc là, on avait des mesures, on avait fait donc là en comparaison, donc là de mesures de succion, donc là de teneur en eau, il me semble, c'est là ici c'est plus la succion que je vous présente. On a fait la même chose, les points témoins changent, on est tout proche de fondation cette fois-là, tout proche de bâtiment, on a la variation de succion, donc là je répète, hein, donc il y a certaines courbes que vous le voyez tout de suite, on n'a pas donc exactement donc là la même variation de succion, mais l'objectif c'était à la fin d'avoir donc là de bons tassements les deux côtés. Pareil, donc là la variation de température, de teneur en eau, donc là les autres capteurs qu'on a, donc là on essaye donc là d'avoir une estimation juste donc là des différents paramètres et c'est là que je vous ai dit, donc là c'est là qu'on fait donc là l'estimation de tassement. Vous pouvez voir à 3 différentes profondeurs, à 1 mètre, 2 mètres et à 3 mètres de profondeur, on a des tassements qui correspondent donc là, aux mesures effectuées donc là, au sein donc là, de ce site au Royaume. Bon. Moi, je pense qu'on a validé notre code. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc là, je donne tout à fait raison à vous aussi. Hein. Donc là, nous, on a essayé, on a mis en sorte donc, des choses qu'on a validées, donc là, notre base de calcul. Une fois qu'on est à ce stade-là, on peut se permettre de faire autre chose, donc là de faire des autres calculs et que c'est ce qu'on avait fait, hein. Donc là c'est justement, voilà c'est des autres comparaisons cette fois-là pour côté sud, donc là ça enchaîne et c'est justement c'est là qu'en fait je vais terminer ma présentation sur ce point-là. Donc là on a donc là des différents donc là, calculs, ça nous permet d'avoir des tassements et on sait que dans le domaine de retrait-gonflement donc le paramètre qui est donc le plus cher et qui est le plus problématique c'est le tassement différentiel et c'est là qu'en fait on avait fait avec 2 points témoins, donc la rouge que vous pouvez voir, donc là côté sud et nord, on a donc là les mouvements donc là, de terrain, donc là, à différents moments, et que si on essaye de voir à différents moments, donc là sous façon donc là, différentielle, on est aussi capable donc là, de voir. Ce qu'on avait aussi fait, donc là je ne vais pas faire la présentation, il y a des prévisions donc là météo dans les années à venir. On a pris donc là ces prévisions météorologiques qu'on a essayé aussi donc là de voir dans le temps donc là comment donc là se profile ce mouvement différentiel. Donc ça c'était donc là pour tassement différentiel côté de fondation. On pourrait faire la même chose pour donc la présence de l'arbre et donc là on pourrait avoir une estimation donc là de tassement différentiel ainsi. Bon c'était donc là on avait un modèle, avec l'approche sol, végétation, atmosphère. Je pense qu'on a un code qui pourrait donc là faire un couplage complet. Après donc là bien évidemment sur n'importe quelle donc là modélisation, on est donc là obligé de faire des hypothèses donc là de base.
et qu'on est capable donc là de vous donner le tassement différentiel. Et ce qu'on envisage de faire pour la suite, dans l'ensemble des calculs que je vous ai présentés, il y a un autre aussi donc là, problème qu'on a donc là, dans le domaine géotechnique, c'est l'effondrement hydromécanique, c'est-à-dire qu'on a une charge mécanique existante, il y a une quantité d'eau importante qui arrive et que le sol passe de son état non saturé vers un état saturé. Ça, donc là, ça se traduit par un tassement, donc là, un effondrement donc là, hydromécanique. Et ce qu'on essaye donc là, de faire par la suite, c'est d'ajouter aussi dans le contexte, donc là, dans le modèle actuel, donc là, la présence, donc là, la prise en compte de l'effondrement hydromécanique. Et moi, je m'arrête là. Donc, merci de votre attention.